Bonsoir à tous et surtout bienvenue en 2024. Bonne année. Pour cette première de l'année 2024, on se retrouve comme l'année dernière dans votre magazine d'actu culture et société tous les mardis 19h-21h, ça va pas bouger. Ce qui n'a toujours pas bougé, c'est nos blazes. Moi je suis toujours So Spencer, votre go so sweet, so chill. On est là pour débriefer de l'actu. Alors comme tous les mardis, vous venez passer 2 heures avec nous. Vous pouvez nous écouter et aussi nous regarder en direct sur move.fr. Comme d'habitude, ça aussi ça n'a pas changé et tant mieux. Je suis toujours avec Florence et Leïla. Salut. Bah ouais, ça va. Et toi, ça va bien. Ouais, vous êtes prêtes pour affronter 2024 ou pas? Toujours. Moi, toujours. Vous avez des résolutions ou pas? Ah bah ça on va en parler. Ouais, on Beaucoup va en parler. longuement. Ouais, exactement. Au menu de la pluie et le beau temps aujourd'hui, les résolutions du nouvel an sont de retour. À chaque 1er janvier, la tradition veille de 4000 ans. Les bonnes résolutions s'imposent un peu partout dans le monde. On se fixe généralement de nouveaux objectifs pour l'année à venir et pour optimiser nos vies. La réalité en fait, c'est que peu de personnes s'y tiennent sur 12 mois. Et du coup, pour contrer ces promesses éphémères, les vision boards sont une nouvelle façon de se présenter à nos objectifs. On vous en dira plus, pardon, je suis encore fatiguée sur ces méthodes. Tu te remets du nouvel an. Exactement. Et si l'astrologie était devenue une nouvelle religion, il y a 3 ans, en 2021, une étude IFOP affirmait que 41% des Français y croient. On a souvent cantonné l'astrologie à une discipline d'illuminés ou exclusivement réservée aux femmes, à cause notamment des magazines féminins. Mais aujourd'hui, le féministe s'est réapproprié cet outil et ses croyances qu'on peut réinterpréter à l'infini. On verra comment l'astrologie est quasiment devenue une nouvelle branche du développement personnel, voire même un outil politique. Et si l'alcool et la drogue n'étaient plus si tendance que ça, selon un rapport de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives de 2023, les niveaux d'usage de drogue ont baissé et n'ont jamais été aussi bas. Les jeunes se désintéressent des boîtes et les filles sont de plus en plus inquiètes face à la hausse des cas d'intoxication aux drogues en soirée. Quel est le rapport des jeunes avec les soirées? Ce sera notre 3e question du jour. Les messageries instantanées ont terrassé le game des SMS et des appels téléphoniques apparemment. Si au début des années 2000, le SMS était une vraie révolution, aujourd'hui les gens s'en sont débarrassés et désintéressés au profit des applications comme WhatsApp, Snap, Messenger, iMessage ou autres. Selon une étude de Juniper Research, ce déclin devrait même coûter 3 milliards de dollars aux opérateurs d'ici 2028, dans 4 ans. En ce début d'année 2024, on reviendra donc sur la mort du SMS et de l'appel téléphonique. Bref, tout ça et bien plus encore, c'est dans la pluie et le beau temps. C'est parti. 19h21h. La pluie et le beau temps. C'est officiel. On est en 2024. Bienvenue. Et ouais, donc vous êtes sûrement nombreux à être encore déphasés comme nous de votre soirée de dimanche. Alors, ou peut-être que vous l'avez célébré plus calmement en On famille. peut se déphaser en Ou même famille, seul, hein. peut-être que vous l'avez pas fait. C'est Flemme. possible. C'est possible. Vous, comment ça s'est passé les filles? Alors moi, Vas-y Leïla. moi, soirée entre meufs, Ouais. donc beaucoup de rigolade, Lourd. beaucoup d'excès, on va dire. Ok. Mais toujours mesuré, on va dire. Voilà, Pas sympa. mal. Sympa. Et toi, Flo? Bah moi, méga privilégiée, mais j'étais aux îles Canaries, du coup, sur la plage. Incroyable. Incroyable. Il y en a qui ont de la chance. Imbattable. Il y en a Et qui ont de toi, la Flo? chance. Et bah, moi, c'était lourd aussi. Oh. C'était très Elle veut pas bien. nous en dire plus, c'est qu'il s'est passé des choses là cette Non, soirée-là. c'était lourd de ouf. J'ai eu l'occasion de partir moi aussi. Et vraiment, j'ai vraiment kiffé. Bon, c'est magnifique tout ça. Donc, comme on est le 2 janvier aujourd'hui, je vais quand même vous faire part de mes recherches concernant cette nouvelle année bissextile, 24e année du 3e millénaire. T'as capté ou pas? Let's go. Est-ce que vous connaissez la numérologie? Un peu, ça me parle. Absolument moi. pas. Non? Et ben en fait, c'est une science universelle qui analyse le pouvoir des chiffres. Alors, faut additionner les différents chiffres de 2024 pour connaître sa signification. Et en numérologie, du coup, 2024, ça correspond à une année en 8. Qu'est-ce que ça signifie, Qu'est-ce que ça la veut vie? dire? Alors, je vais vous dire ce que symbolise le chiffre 8. Ça symbolise la chance, les finances conjointes, les acquis financiers et matériels, l'ambition, la détermination, l'audace, la vérité, le sexe, les héritages. Bref, tout ce dont un humain beaucoup. a Ouais, mais besoin tous pour les ans, kiffer. c'est ça, non? Sur tous les chiffres, ils veulent dire ça. Écoute, en tout cas, on est en 8 cette année, donc voilà. Sympa. Et forcément, qui dit début d'année, dit résolution. Et si on faisait le point sur les traditionnelles résolutions du Nouvel An? Bah ouais, carrément. Ouais, ok. Alors, petite question. Qui, ici, ne s'est jamais donné pour objectif d'arrêter de fumer, de maigrir, je sais pas, de s'inscrire à la salle, peut-être Je pense qu'on a tous déjà Ouais, la salle surtout, Ouais, elle m'a et- très peu vue, on va de dire. fou. Et arrêter de maigrir aussi. Venez, on arrête de se mentir. Enfin, à un Ouais. moment donné, bon, bref. Moi, j'ai fait des recherches et je me suis rendu compte que c'était le top 3 des résolutions qui reviennent chaque année. La preuve, on va écouter le micro-trottoir de la chaîne RMC. Les bonnes résolutions m'en
m'envahissent la tête. Un peu toujours les mêmes, s'améliorer, être plus confiante en moi-même, plus créative, plus organisée aussi. Il faut être optimiste. Faire plus de sport, comme tout le monde, je crois. J'attends le 31 pour les prendre. Et ce sera vraisemblablement un renouvellement de bonnes résolutions que j'avais déjà pris l'année dernière, c'est-à-dire de continuer à faire du sport, de marcher 1 à 2 heures par jour, et puis de continuer à faire un peu attention aussi à tout ce qui est alimentation. Bien évidemment. Par contre, c'est pas le problème de tout le monde. Pour certains, les résolutions, c'est ça. Bien manger, bien boire et bien dormir. Nous, on est plus en mode lui. Ouais, bien manger, bien boire et bien dormir. En tout cas, en janvier, généralement, on est toujours plein de volontés, que ce soit pour notre vie, notre santé, notre famille, notre taf. Sauf qu'en fait, si on en croit une étude menée par le professeur Wiseman de l'université d'Hertfordshire, en Grande-Bretagne, il y a quelques années, auprès de 3000 volontaires, seulement 12% d'entre nous tiennent leur engagement pour le reste. Les résolutions, c'est plutôt ça. On n'en a pas, parce qu'on les tiendra pas, donc voilà. Et ben voilà. C'est intéressant. Et c'est vrai que la plupart des gens aiment prendre des résolutions pour le nouvel an dans l'espoir d'avoir un impact positif sur leur vie. Flo, toi, comment tu te sens pour cette nouvelle année et t'en penses quoi surtout des résolutions? Ça m'énerve un peu le New Year, New Me. En gros, on entame un nouveau cycle et la fleur au fusil, on se fixe tout un tas d'objectifs. Donc voilà, pourquoi pas arrêter de boire du coca, s'inscrire à l'escalade, apprendre le portugais brésilien. Bref, en une nuit, on pense rompre avec le passé et passer outre les excès des dernières semaines, sachant qu'il y en a eu plein. Vous les filles, est-ce que c'est votre truc de prendre des résolutions ou pas? Bah moi au début de l'année non. Ouais. Mais genre tous les jours, moi je suis une psychopathe. Mais genre tous les jours je me fais une liste en mode aujourd'hui il faut que j'ai fait ça, tous les jours. Ça. Moi je suis folle. C'est ce qu'on appelle une to-do list. Voilà. Et genre tous les jours j'ai mes mini résolutions. Ouais. Ok. Et toi ça? J'ai pas de résolution parce qu'en vrai, pareil, je fais partie des 12% qui ne les tiennent pas. Mais par contre j'ai des objectifs à l'année. Ouais, je préfère me dire ça. Tu vois, sur le long terme, je me laisse 1 an pour y arriver et je vais tout faire pour. Mais me dire, il faut absolument que je perde 5 kilos avant le mois de mars. C'est mort. Non, moi j'aimais trop en faire avant et maintenant j'ai laissé tomber. Mais moi j'aime trop écrire une lettre à moi-même pour dans un an. Et tu la relis après? Tout a changé. Mais c'est grave, ça c'est intéressant. T'es en mode tu te souhaitais ça? Tu mérites mieux. Ouais, exactement. Mais en tout cas, faut savoir que ça se pratique depuis super longtemps de faire des résolutions en fait. La plupart des anciennes civilisations le faisaient déjà. D'ailleurs, historiquement, ce sont les Babyloniens qui l'ont instauré il y a 4000 ans. Okay. Donc eux aussi, ils essayaient de tenir des engagements pour la nouvelle année, ils la célébraient, etc. Sauf que pour eux, l'année commençait en mars. Donc, trop bizarre. Okay, d'accord. Et c'est qu'en 1582 qu'on est passé au calendrier grégorien, donc celui qu'on a. Et à l'époque, on faisait plus des promesses liées à la religion, la spiritualité ou encore la moralité. Mais depuis 1800 à peu près, les gens ont commencé à se moquer de cette tradition et se donner des objectifs un peu plus sociétaux, donc comme nous aujourd'hui. Et résultat, arrêter de les tenir encore comme nous aujourd'hui. Du coup. Et du coup, c'est quoi les résolutions que les gens se sont le plus fixées pour cette année 2024? C'est marrant parce qu'il y a quelques années, on se donnait des objectifs vachement physiques, comme tu disais, dans le style perdre du poids. Où en fait, cette année, les Français, ils pensent en priorité à leur santé mentale avec le fait de prendre soin de soi pour 56% des gens. Puis arrive l'optimisation de la gestion du quotidien avec l'idée de réussir à économiser. Je trouve ça fou, c'est hyper conscient comme résolution. Et plus loin dans le classement, on retrouve des problématiques plus générales comme adopter des comportements plus écologiques par exemple. Mais ça, déjà, c'est cool d'avoir pour objectif de prendre soin de sa santé mentale. Plutôt que son physique. Parce qu'en vrai, des fois, on se rend malade à vouloir faire des régimes et tout. Je trouve pas individuel comme là, c'est hyper collectif de penser à l'écologie, tu vois. Ouais, j'avoue. Mais c'est significatif de notre société aujourd'hui. Par contre, malheureusement, 90% des personnes ne tiennent pas leur engagement. C'est toujours selon l'étude du professeur Wiseman. C'est ça, c'est chaud parce qu'on estime que la date où les gens lâchent, c'est le 12 janvier. Même pas 2 semaines. Un peu plus d'engouement, les gens, quand même. Et après, moi, ça me surprend pas puisque je me reconnais complètement là-dedans. Mais par contre, ça fait trop de la peine parce que je me vois encore hyper motivée en tout début d'année, etc. Mais en gros, il faut savoir que le cerveau, il est pas fait pour résister à la tentation. Je m'explique, on a tendance à valoriser les récompenses immédiates à celles sur le long terme, en fait. Et admettons qu'on veuille, je sais pas, être bonne à la plage cet été et qu'on décide de manger, je sais pas, sainement, faire de l'exercice, etc. Bah, si on est face à une tarte citron meringuée, on va se dire, ok, je vais succomber au plaisir de l'instant plutôt que de m'imaginer dans 6 mois et le plaisir que ça pourrait me faire du coup et de faire de l'exercice, etc. Quoi. D'autant plus que c'est grave difficile de lutter contre ces habitudes. Bah grave, si on a l'habitude par exemple de métro, boulot,
boulot, goûter, dodo, c'est extrêmement difficile de le modifier. Pour accoutumer le cerveau, ça prend en moyenne 70 jours. Ça veut dire qu'en fait, il faudrait se faire violent jusqu'au 6 mars avant de plus le subir. C'est pour ça qu'on conseille de pas trop se brusquer et de se fixer des petits objectifs, genre courir 15 minutes plutôt que de se dire là je vais faire un marathon quoi. Ouais, mais j'ai l'impression qu'on aime ça, se donner des objectifs irréalisables. Tellement, selon le neuroscientifique Tali Charo, il y a 4 individus sur 5 qui souffrent d'un biais d'optimisme. En fait, c'est au lieu de se dire justement je cours 15 minutes, on se dit je cours 1 heure, en plus je mange sain, en plus j'arrête de fumer, en plus machin. Et sur le coup, on surestime la probabilité que ça nous apporte du positif et on sous-estime aussi tout le négatif que ça va engendrer, tu vois. Et finalement, on y arrive au début parce qu'en effet, on est enthousiaste et c'est pas difficile de le faire une journée, quoi. Mais ensuite, on se décourage, on stoppe tout. Et le problème, c'est que l'année suivante, on oublie comme c'était dur et du coup, on recommence en disant cette fois-ci, c'est la bonne. Alors qu'il y a rien de pire pour le moral que de prendre la même résolution tous les ans, en fait. Et tu vois, on parle du professeur Wiseman et lui aussi, en fait, il a mis en avant le fait qu'on se fixe uniquement des objectifs contraignants. Et pourtant, dans le sondage, le seul groupe qui a tenu son engagement, c'est celui avec les gens qui se sont promis de plus profiter de la vie. Et ils sont 70% à avoir voulu ça. Trop cool. Après... Meilleure résolution. Ouais. Et pour l'anecdote, je sais pas si vous avez vu, mais il y a même une salle de sport qui a clairement joué sur ça en refusant toutes les inscriptions faites le 1er janvier. Donc en gros, elle s'appelle Equinox et tu peux lire cash sur leur site que ta vie, en fait, elle commence pas en début d'année. Et c'est dingue parce que 12% des inscriptions en salle de sport sont effectuées en janvier, contre 8% le reste du temps, et 80% des inscrits finissent par ne plus venir. Après, je trouve que leur démarche, elle est hyper snob, mais au-delà de ça, c'est cool de poser la question de pourquoi on prend des résolutions. Est-ce que c'est pour nous ou est-ce que c'est par rapport aux injonctions extérieures ? Et on est dans une société où en fait, on célèbre vachement l'obstination, la réussite, etc. Et dans laquelle l'abandon, en fait, c'est synonyme d'échec. Sauf qu'à mon sens, parfois, la volonté, ça suffit clairement pas. Donc moi, mon message pour vous en ce début d'année, c'est que le plus important, ça reste de savoir abandonner en fait les ambitions qui nuisent à votre santé mentale. Et c'est hyper courageux. Et puis perso, ma résolution, c'est de plus me fixer des objectifs irréalisables, quoi. Je suis grave d'accord avec toi. On est tous team Flo là. Exactement. Moi, je vous dis, rien ne sert de se mettre la pression. Moi, je suis team objectif à atteindre sur 12 mois. Voilà, le plus tôt possible c'est le mieux, mais c'est pas grave, faut pas se foutre une pression plus, une main sur le dos, tu vois. Autant une résolution ou un objectif c'est un véritable boost, autant ça peut devenir une vraie source de stress et ça peut directement impacter la santé mentale. Donc même si impossible is nothing, c'est une célèbre marque de sportwear qui le dit, fixez-vous des objectifs atteignables et à votre portée, ok. On vous parle des résolutions du nouvel an et chaque année ce sont les mêmes qui reviennent. L'envie de perdre du poids, se remettre au sport, arrêter de fumer, bref, on est souvent très optimiste en ce début d'année. Et Flo, toi, t'as expliqué que les gens commencent à lâcher la partie du tout. Le 12 pas se moquer. C'est chaud. Moi, je me moque pas. Mais faut se dire que le 12 c'est court. J'avoue. Au final, mais c'est pas grave, les gars. Dans 10 jours, c'est fini, mais c'est pas grave. Il reste 10 jours exactement. Il y a un truc qui vient quand même proposer une alternative aux traditionnelles résolutions, c'est le Vision Board. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est un tableau de visualisation positive, un vrai outil de motivation. Il peut être digital ou sur papier, mais en tout cas, il réunit sur un même support vos objectifs et vos atouts pour y arriver. Et il y a même des tutos YouTube pour créer des Vision Boards. Et on écoute tout de suite la YouTubeuse Camille Lorente. Un gars a dit un jour: demande et considère-toi exaucé. C'est Jésus, mort de rire. Mais donc l'idée, c'est pas demande et la foi que ça arrivera, c'est vraiment demande et considère-toi exaucé maintenant. Et pour moi, c'est à ça que sert le Vision Board, d'apporter le feeling de bien-être, d'accomplissement, de satisfaction. Right now, je suis si bilingue. C'est pas se fixer des goals pour dire waouh, ma réalité est si loin de mon rêve, je suis déprimée à présent. Faire le Vision Board, moi, ça m'a aidé à avoir un sentiment de pouvoir, d'intensité, du présent, une sensation de mouvement, d'être dans le flow de cette vie qui change perpétuellement. Et l'idée pour moi, c'est vraiment d'utiliser la vision pour avoir la sensation. Et en fait, pas d'attendre que ce qu'il y a sur le Vision Board se réalise pour se sentir bien. Right now. Tout de suite. Ok. Léla, toi, t'es plutôt Vision Board, visualisation positive de ton année 2024 ou pas? Alors moi, je suis team Vision Board de tous les jours, comme je l'ai dit. Tous les jours un montage Photoshop, mais tous les jours, petite sélection de photos dans un album sur mon téléphone. Tu vois,
Mais donc bref, on dit souvent du coup que la visualisation c'est important pour atteindre ses objectifs et en fait c'est déjà très populaire aux États-Unis, mais en fait les vision boards ils sont en train de s'imposer en France grâce aux adeptes du développement personnel et du coup t'as expliqué ce que c'était tout à l'heure, mais est-ce que vous en avez déjà fait du coup? J'en ai jamais fait. Ah ouais? Moi je trouve que déjà ça c'est une résolution d'en faire, faut se motiver pour faire tout un tableau. Mais moi j'aime trop. J'en ai jamais fait, j'ai la flemme, je crois. La dernière fois j'ai carrément envoyé un message dans le groupe avec mes copines en disant on se fait une après-midi vision. C'est un concept. Ah l'angoisse. On juge pas. Mais non mais c'est trop bien, bah sympa. Tu mets des petites photos de ce que tu veux, si tu veux de l'argent tu mets une petite photo de billet, tu vois. Si tu veux un chien tu fous un petit chien sur ton petit tableau et peut-être qu'en visualisant tu l'auras, tu vois. Mais en gros donc c'est le tableau de visualisation comme tu nous disais et en fait apparemment ça serait tout simplement beaucoup plus simple d'avoir une image de nos objectifs et il serait du coup plus simple à atteindre et en fait ça permet aussi de faire un point sur sa vie et d'établir un niveau de priorité des choses dont on a envie et du coup de mettre en place des actions concrètes pour atteindre ses objectifs et en fait tout ça selon la loi de l'attraction comme vous connaissez beaucoup. Ouais. Et en gros c'est la loi qui dit qu'on attire ce à quoi on accorde de l'attention et de l'importance et en fait ça véhicule un peu l'idée que n'importe qui peut réinventer sa vie et atteindre le meilleur de soi en adoptant juste un regard positif sur soi et sur le monde. Ça marche l'attraction, la loi de l'attraction. Toi, tu crois? Ah, de fou malade. Ah ouais? Ah ouais. La pensée positive. J'en entends vraiment parler de partout de cette pensée positive. C'est quoi exactement, Leïla? En gros, c'est une théorie de plusieurs psys américains qui ont observé que les personnes qui sont positives réussissent mieux et seraient plus heureuses dans la vie. Et en fait, avant, on considérait que le bonheur, c'était le résultat de plusieurs moments heureux et de situations agréables de la vie. Et en fait, avec la pensée positive, la logique, elle est juste inversée. Si on est positif et qu'on croit en nous et qu'on a confiance en notre potentiel, et ben là, la vie, elle nous récompensera. Et si on voit pas les choses comme ça, bah on échoue quoi. Bon, je trouve que c'est un peu sévère de tout mettre sur notre dos si on réussit pas, tu vois. Alors qu'en vrai, il y a plein d'autres facteurs qui entrent en compte pour réussir sa vie. Et surtout qu'on a tous une vision du bonheur différente au final. Oui, en fait, moi je trouve que cette pensée positive, cette science un peu du bonheur, comme certains la surnomment, c'est un peu de la poudre aux yeux. Et c'est surtout là pour rassurer en fait parce que c'est vraiment après la crise économique par exemple en 2008 que le besoin d'enthousiasme, de positivité, d'autonomie, tu vois, qui contribue à faire porter aux individus la responsabilité de tout ce qui fonctionne pas dans leur vie, que ça s'est vraiment imposé. Et dans un monde où les inégalités elles se creusent et où les chances de mobilité sociale elles s'amenuisent, bah je trouve que c'est quand même assez dangereux. Donc tu penses que ça fonctionne pas? En fait le débat il est pas tant sur l'efficacité des techniques que sur la vision du monde en fait, je trouve que la pensée positive elle véhicule. Mais en fait individuellement je trouve que ceux qui ne réussissent pas du coup à devenir riches, heureux, en bonne santé, épanouis et débordants d'énergie, et ben ils sont soupçonnés de juste pas avoir fait assez d'efforts, donc de faire naître ça fait naître un sentiment de culpabilité chez nous quoi. Alors que oui en France c'est encore timidement ancré. Mais la pensée positive, cette idéologie, elle fait quand même son chemin dans les esprits et dans les institutions surtout. Ok. Bah écoute, moi je pense que cette vision, elle nous conforme quand même à nos positions. Et en vrai, ça nous isole, tu vois, en se disant que si on n'y arrive pas, bah c'est forcément nous. Ouais, et même, tu vois, au niveau du militantisme, ça a été observé que, en fait, vu que en fait, c'est une affaire d'effort personnel que de militer pour une cause, et ben en fait, c'est compliqué d'imaginer un changement sociopolitique quand t'es ancré sur le truc de individuellement je dois réussir, je dois faire en sorte de devenir meilleur, et bah tu fais moins attention aux inégalités qui peuvent t'entourer et t'es moins apte à te battre contre. Et en gros, si on assiste à la victoire totale et définitive de la vision positive, bah moi je trouve que c'est un peu triste. Ah ouais, totalement. Ah ouais. C'est un peu pessimiste ça, Leïla. Un peu, mais positive. Mais je trouve qu'en fait, à force de vouloir être tout le temps super positif, on devient un peu super toxique. Et même hypocrite, tu vois, parce que parfois on a droit d'accueillir cette tristesse et d'être triste et c'est pas grave, ça fait du bien même. T'as le droit d'échouer des fois et t'as le droit de pas être triste d'avoir échoué. Tu peux te dire ah ouais, j'ai pas réussi ça, mais c'est pas grave, il y a plein d'autres choses dans ma vie que je réussis à faire. Et je trouve que c'est aussi s'enlever du libre arbitre en fait. Enfin, on n'est pas maître de tout, comme tout n'est pas maître de nous. Enfin, il y a un truc où en fait, faut juste accepter les choses comme elles arrivent au bout d'un moment. Moi, je vous rejoins sur ça parce que je suis team positive. C'est tout bête, mais je vous jure les meufs, quand je suis dans Paris et que je cherche une place, je vous jure et véridique, 90% du temps ça marche. Je me dis meuf, tu vas trouver une place et je trouve une place. Oui, mais parce qu'il y a de la place. Non, mais surtout, non, mais So, pense à toutes les fois où t'as fait cette technique-là et que t'as pas trouvé de place. Sauf que tu te souviens que des fois où t'as trouvé une place. Parce que tu l'as choisi de vivre la vie positivement. Mais non, mais en termes de proba, je suis sûre que c'est une fois sur 10 que c'est arrivé. T'étais genre, mais non. Mais non, ça a marché. Moi, je peux plus les gens qui trouvent des signes dans tout. Ça veut dire
Viens, je te prends en wagon, on tourne dans Paname et tu vas voir qu'on va se marier. Et là, dites-vous, faut qu'on trouve une place. On va trouver une place. Non, et là, un parking va 10 minutes après, elle va te dire, bah tu vois. Et elles sont en train de me faire. On est le 2 janvier. Est-ce que je suis prête jusqu'au mois de juin? Oui, je suis prête. Non, en vrai, les filles, je suis d'accord avec vous. Il faut un peu doser. Moi, je suis team positive. Je suis team positivité, mais en vrai. L'échec c'est pas non plus oui, la fin même de tout. Au tu contraire, peux être ça peut être un boost et rationnel. Ouais. Non mais en vrai, carrément, plus égale plus, comme dirait l'autre. Bienvenue dans la nouvelle année, hein. L'ERA 24, comme dirait Ronicia. Et ouais, vous avez écouté son album ou pas? J'ai trop aimé. Ça m'a donné envie d'avoir le cœur brisé. Oh. Je te souhaite pas ça pour je me le souhaite pas non plus. Je te le souhaite Je me le souhaite pas non plus. Peut-être que les astres seront de ton côté. Ouais. En tout cas, nous on décide de commencer l'année dans la bonne humeur. Je m'appelle toujours So Spencer et je suis toujours avec Flo et Leïla. Et cette année, on va tout péter. Okay. Les filles, je vous ai demandé vos signes astro hier. Ouais. J'ai été regarder ce que 2024 vous réserve et voici ce que j'ai trouvé sur le site du magazine Elle. Alors, j'ai hâte. Leïla, toi t'es Cancer. Ouais. Ok. Je vais faire une petite voix. Cancer, cette année sera la vôtre. Vous ferez enfin de vous votre plus grande priorité. Il était temps. Ne vous refusez rien, c'est Jupiter lui-même qui vous l'ordonne. Si Jupiter l'ordonne, je ne vais rien me refuser. Sympa. Flo, toi tu es Gémeaux. Exactement, le signe maudit. C'est reparti. Gémeaux, les astres ouvriront votre vision à de nouvelles perspectives. Cette année, vous vous sentirez prête pour une puissante remise en question et pour un étonnant lâcher-prise. Action. Non mais j'en ai marre des remises en question. Non. Notamment j'ai posé beaucoup de questions l'année dernière déjà. Toi c'est quoi ton signe astro? T'as regardé pour ça? T'inquiète, j'arrive. En tout cas moi les filles j'ai un truc à vous dire, c'est que c'est assez positif. Ouais. Okay. Donc on va fêter ça sur notre nouveau jingle. D'être pour cette musique. On vous a dit cette année on veut de la joie. D'ailleurs, petite question à votre avis, quels sont les signes astro les plus joyeux? Cancer. Cancer, Lego. D'accord, ok. Alors bon, je vais pas me la jouer Madame Irma, en vrai, j'ai aucune connaissance en astrologie. C'est vraiment pour le kiff. Mais d'après le site Buzzly, les 3 signes du zodiaque les plus joyeux sont les lions. Ok. Les Sagittaires et les Verseaux. Et pour la dernière, je confirme parce que je suis Verseau. Et voici notre horoscope, la team janvier-février, Verseau les meilleurs. Verseau, prêt à assumer pleinement vos choix et la personne extraordinaire que vous êtes cette année. Liberté. Non, mais c'est toi chance. qui as écrit. C'est pas possible. Non, c'est vraiment qu'elle a écrit tout ça. Elle avait des comptes à régler avec nous. Elle a dit bon, la personne extraordinaire que vous êtes. Je vous jure que non. Je peux finir? On a droit les Verseaux ou pas de s'exprimer? Allez, personne extraordinaire. Ok. Cette année, liberté, chance et émancipation seront vos maîtres mots. Pardon, mais trinquons en l'honneur des Verseaux. Moi, je peux plus. 2024 vient à peine de commencer, je suis essorée. Pareil. Fatigue. J'ai l'impression qu'on m'a roulé dessus. Et les Verseaux, on est grave ensemble, on est des personnes extraordinaires. Vous avez entendu? Cette année, c'est la nôtre. Non, mais ça y est, on vous laisse, si vous voulez. On vous dérange? Voilà. J'ai un peu l'impression. Non, mais j'ai l'impression qu'elle est très lion, elle fait un peu la star. Mais attendez, Gémeaux, on en parle? Cancer? Hein? Je vous ai saucé aussi, c'était pas mal. Donc la team Cancer, la team Gémeaux, je suis avec vous. T'as si à flot sur nous. Ouais, grave. Laisse-moi aller un peu. Lâcher prise. Par contre, tu viens de dire que les lions font les restas. C'est pas sympa pour les lions. Non, mais ma mère est lion et. Ma mère aussi est lion. No offense. Vos mères, elles font les restas? Non. Ma mère est une star. Voilà. Non, plus sérieusement les filles, à chaque début d'année, l'astrologie revient avec ses prédictions amoureuses, professionnelles, financières. Pendant longtemps, l'horoscope, ça a été clairement associé au magazine féminin. Mais aujourd'hui, ça s'est carrément démocratisé et on connaît tous quelqu'un qui est à fond dedans. C'est sûr. On a tous une pote qui nous a demandé notre date et l'heure exacte de notre date de naissance pour nous faire notre thème astral. Je regarde pas à ma droite. C'est tellement rentré en fait. C'est tellement rentré dans nos habitudes qu'aujourd'hui les signes du zodiaque inspirent des articles, même beaucoup de marques sur les réseaux sociaux. Je vous dis même pas le nombre de comptes qui abondent. Et du coup, certaines personnes sont tellement passionnées qu'elles prennent vraiment en considération les signes comme si c'était l'astrologie était devenue un support, tu vois. Et limite, c'est devenu religieux. Parce que en fait, il est possible que les personnes qui abandonnent les croyances religieuses traditionnelles les remplacent sans en être clairement conscients. Ça peut être d'autres croyances comme l'occultisme, le magnétisme, l'énergie corporelle, le voyage astral, les expériences de mort imminente ou encore forcément l'astrologie. Leïla, tu peux me dire ce que tu penses de ceux qui justifient les comportements qu'ils peuvent avoir à cause de leurs signes? Alors, je déteste.
C'est parti. 2024, on est grave chaude là. Non, mais on est entre nous, on est dans l'honnêteté. Mais en fait, je sais pas si vous êtes de ces personnes-là. Mais du coup, ça veut dire que vous faites partie des gens qui m'énervent le plus de cette terre. Non, je ne me mets pas dans cette cible. Non, mais je suis désolée. Des fois, justifier sa méchanceté par le fait qu'on soit scorpion, moi, je peux pas. Je vous préviens, ça m'énerve. Ils sont durs. Du coup, en gros, cette vision de l'astrologie comme un indicateur de personnalité, bon, mis à part moi que ça saoule, ça quand même, ça séduit quand même beaucoup de gens. Et en fait, aujourd'hui, ça passe plus juste par le fait de lire son horoscope. L'astrologie, elle prend une grande place dans la pop culture. On a des podcasts, des livres, des documentaires, des chansons dédiées au sujet, en fait. Et il y a même des spécialistes, comme si, en fait, c'était devenu une science à laquelle, du coup, de plus en plus de gens croient. C'est clair. Et comment ça, on peut l'expliquer? Déjà, c'est trop bizarre parce qu'en fait, plus la science est accessible, plus elle avance et plus les croyances, elles deviennent diverses et variées. Et depuis l'époque des Lumières, on a instauré un peu un esprit très rationnel en mettant à l'écart les religions. Et parce qu'on veut trouver, du coup, du sens dans un monde trop imprévisible, qu'on est en perte de repères et qu'on angoisse sur le futur de notre chère planète, du coup, nous, les 18-30 ans, on se tourne vers l'astrologie. Et en fait, l'astrologie, le mouvement des planètes, comment ça s'appelle là, ton truc là? Avec les thèmes astrales, voilà. Le thème astral. Mon truc, mais oh. Du coup, tout ça pour trouver un peu un sens à cette vie et se donner de l'espoir. Et en gros, l'astrologie, ça devient un outil de survie dans ce monde trop rationnel et trop dur à affronter. Et laisse-moi deviner, les réseaux sociaux ont participé au phénomène. Ça a aidé à démocratiser déjà, ce phénomène. Tu le disais tout à l'heure, en 2021, il y a 41% des Français qui croyaient en l'astrologie, du coup, selon un sondage IFOP. Et en fait, c'est plus que les Américains, par exemple, parce qu'ils étaient 30% à y croire cette année-là. Et déjà en 2010, 46% des Français croyaient à l'explication des caractères par les signes astrologiques et 29% pensaient que les événements de nos vies étaient déterminés du coup par nos signes astro. Donc tout ça c'est selon TNS Sofries, donc pour le Figaro Magazine. Mais aujourd'hui en fait les comptes comme Le Vrai Horoscope sur les réseaux sociaux, ils comptent plus de 3 millions de followers et tout ça pour juste tweeter des infos, entre guillemets, sur les signes astro, et en gros, tout ça, c'est un bon indicateur de l'engouement qu'il y a autour de l'astrologie. Et il y a même des applications qui existent maintenant. Ah oui. Est-ce que vous connaissez CoStar? Ouais. J'en ai déjà fait. Je savais qu'elle connaissait. Mais j'ai pas, mais je connais. J'ai jamais utilisé, mais ouais, je connais. En gros, pour ceux qui savent pas, c'est une appli d'astrologie, du coup, qui a été lancée en 2017, qui utilise les données de la NASA pour établir un thème astral. Dinguerie. Et du coup, il suffit juste d'y entrer sa date, son lieu et son heure de naissance pour qu'un algorithme, en gros, les compare à la carte du ciel du jour pour établir un horoscope quotidien et vérifier votre compatibilité avec d'autres profils. Donc en gros, CoStar, c'est un horoscope plus un site de rencontre, si on veut, tu vois. Et je vous laisse imaginer la popularité de l'appli parce qu'on est quand même à plus de 2 millions de téléchargements. Est-ce que vous téléchargeriez? Non. Moi, non. Clairement pas. Non plus, ouais. Non plus, mais vous croyez en l'astrologie? Non plus. Non. Enfin, en gros, non, j'y crois. Non. Enfin, ça me fait rire. J'ai des copines qui sont là. En fait, elles m'ont tellement mis dans la tête. Ouais, les scorpions, les ci, les là. Que ça me fait rire. Donc, je vais, si tu veux, je vais lire vite fait. Je vais dire, ah ouais, j'avoue, ça me fait penser à un tel et tout. Mais je suis pas de ceux qui prennent ça au sérieux. Et toi, dans mes croyances. Moi, en vrai, j'y crois pas. Mais ça m'amuse. Et je trouve que ça ressemble beaucoup au tarot. Ou pareil, je trouve pas que ça sert à deviner l'avenir, etc. Mais en vrai, ça te dit tellement de choses de toi qu'en fait, tu te poses des questions sur toi et tu te dis, bon, bah. Peut-être. Mais vous avez pas l'impression qu'ils disent la même chose à tout le monde? Ah non. Moi j'ai l'impression qu'ils disent la même chose. C'est parce que t'es pas Gémeaux, ça. C'est peut-être comme le truc de positif là qu'on disait. Positif, c'est un moyen de se rassurer aussi quoi. Ouais, tu dis ça me correspond totalement alors que. Mais même quand c'est pas totalement, du coup t'essayes de trouver pourquoi et ça te fait te poser d'autres questions. Du coup t'essaies de devenir comme. Non, je sais pas, j'aime bien. En tout cas ça m'amuse, mais ouais non. Ok, bon, allez Écoute, on vous juge pas. Mais arrêtez de justifier vos comportements par vos signes astro. Ouais, j'avoue, ça peut être un peu. Parce que, dire je suis curieux parce que je suis, je sais pas moi, poisson. Stop. moi, je vous dis, j'aime pas. Ça oui. 2024, moi je veux que ce comportement il disparaisse. 2024, on change tout. Exactement. Comme c'est la nouvelle année, on s'intéresse à l'astrologie qui revient chaque mois de janvier avec ses prédictions amoureuses, professionnelles et financières. On a vu avec toi, Leïla, ô combien certaines personnes peuvent prendre l'astrologie au sérieux, voire même comme une nouvelle un petit religion. Coup de gueule, elles ne les supportent plus. Ça peut être une religion pour certains et aujourd'hui, les millénials se tournent vers le mouvement des planètes pour se rassurer et trouver des explications à leur comportement. C'est exactement ce que tu nous expliquais. On observe aussi autre chose. De manière générale, l'astrologie a toujours été associée aux femmes et la réémergence de l'astrologie ces dernières années séduit tout particulièrement certains milieux
féministe. Et du coup, je me tourne vers qui? Bien sûr, vers toi, Florence. Et bah oui, parce que Leïla, qu'on y croit ou pas, Leïla, l'astrologie fait son grand retour, plus féministe que jamais. On est passé d'une lubie un peu honteuse, cantonnée à la presse féminine dans le but de se trouver un mec, à une pratique assez branchée, comme peut en témoigner le hashtag Astro sur Insta, qui cumule plus de 3 millions de contenus. Et on le voit jusqu'aux applications de rencontres, à l'instar de Bumble, qui a pour but un peu de redonner le pouvoir aux femmes, et qui a rajouté depuis peu un filtre Zodiac. Est-ce que vous, du coup, Leïla, vous aimez connaître le signe astro de votre gars, enfin, potentiel futur Enfin, moi, je m'en fous. Non. Mais déjà, moi, je les connais même pas tous. Si les scorpions, c'est pas oust. Non, je demande pas. Non, c'est peut-être pour ça même à mes copines, genre même à mes potes, ma famille, je calcule pas du tout ça. Mais moi, je vous jure que je les connais même pas. Tu me dis, je suis née en mars, je te dis, ah. Ouais, mais franchement, j'avoue. À part, tu sais, les signes de ta famille, genre, du coup, tu connais les signes peut-être de tes parents ou quoi, mais en vrai. Moi, je sais, genre, non, mais on est merguez, on est nuls. En tout cas, selon une étude IFOP, il y a quand même une femme sur 2 qui y croit. Et c'est de plus en plus pratiqué, donc dans les sphères alternatives, mais plus du tout comme à l'époque. Avant, ça visait à prédire l'avenir, là où aujourd'hui le but c'est d'apprendre à mieux se connaître, presque dans une optique de développement personnel, ou sinon s'en servir comme un outil politique en fait. Mais attends, ça me fait penser à un truc. Là, en fait, son retentissement, c'est survenu au même moment où on a commencé à s'intéresser aux sorcières. On en a parlé il y a pas longtemps. Ouais, de ouf, parce qu'en fait, les astrologues et les sorcières, ils ont plein de points communs. À l'époque, les sorcières, c'était des guérisseuses à qui on refusait les métiers de la médecine traditionnelle. Et aujourd'hui, les astrologues sont un peu les médiums d'une pratique appréhendée pour ses qualités de guérison, et sont elles aussi souvent méprisées. Hein, Leïla. Ce qui pousse ces femmes, du coup, c'est une soif de liberté et aussi s'émanciper des croyances dogmatiques aux interprétations patriarcales et peu inclusives. Parce qu'ici, il ne s'agit pas d'une religion puisqu'il n'y a pas de code moral. Du coup, comment on s'en sert aujourd'hui? C'est intéressant, ça. Ouais, déjà, l'astrologie, elle est définie comme, attention, c'est un peu long comme définition, mais un ensemble de croyances et de pratiques qui sont fondées sur l'interprétation symbolique des correspondances supposées entre les configurations célestes et les affaires humaines, collectives ou individuelles. Qui a rien compris, levez la main. Et du coup, aujourd'hui, on jette à la poubelle l'horoscope et on se concentre sur le fameux thème astral qui, en principe, permettrait de définir la personnalité de quelqu'un avec en plus ses faces cachées. Donc le thème astral, c'est une lecture du ciel à l'instant de la naissance d'une personne, et pour le calculer, il faut connaître du coup sa date de naissance, facile, mais aussi son heure de naissance, moins évident pour certaines personnes. Et moi, je voulais m'amuser à le faire avec vous, mais bon, en gros, c'était super long, tous les thèmes astrales que je trouvais, des tunnels, donc bon. T'as pas de petit résumé là pour nous. Non, je te jure, c'était trop dommage. C'est trop complet en fait. Allez le faire chez vous ce soir, mais c'est trop complet. En tout cas, par rapport à ça, à ce fameux thème astral, l'astrologie a assigné un genre aux astres. Est-ce qu'on peut dire que ça, c'est sexiste? Bah assez à la base en fait. La version occidentale de l'astrologie, c'est né en Mésopotamie il y a 5000 ans, et en fait, ça est lié à la mythologie grecque et romaine. À l'époque, ça déterminait vraiment les actions des hommes qui considéraient cette pseudo-science comme émanant des dieux. Hippocrate, il aurait même dit que nul ne peut exercer l'art médical sans connaître l'astrologie. Et en fait, c'est une discipline qui a donc été écrite par et pour des hommes, et résultat, elle joue sur des archétypes féminins et masculins très stéréotypés. Par exemple, la Lune, en fait, c'est un satellite qui disparaît le jour et tourne autour de la Terre. Elle est associée vraiment à la mer, en fait, et le Soleil, lui, autour duquel la Terre et la Lune tournent, symbolise l'homme et donc du coup l'être visible, quoi. Et étrangement ou pas, l'astrologie populaire a longtemps mis le Soleil du coup sur le devant de la scène. C'est un peu comme genre Vénus qui représente la féminité, et Mars, je crois que c'est la virilité. Exactement, sauf que ce qui est sympa avec l'astrologie, c'est qu'il s'agit d'une science humaine qui est remodelable à l'infini, et le devoir de l'astrologue n'obéit à aucun devoir de neutralité, tu vois. Donc en fait, les femmes qui s'en servent aujourd'hui, elles l'utilisent comme un échappatoire social, puisqu'il n'y a pas qu'une seule interprétation, il y en a plein, donc elles peuvent faire un modèle beaucoup plus inclusif pour rester en accord avec leurs valeurs. Et par exemple, au lieu de parler de genre, elle préfère parler d'énergie d'action et d'énergie de réception, tu vois. C'est vraiment quelque chose dont je n'avais aucune idée avant. Je pensais pas que ça allait si loin, en fait, tu vois. Ah, mais si, c'est hyper politique maintenant. L'astrologie, c'est une nouvelle manière de montrer qu'on peut se réapproprier presque une religion, quoi. Mais du coup, avec ses propres valeurs. Écoute, si ça peut permettre à certaines personnes de se retrouver, pourquoi pas. Carrément. Il y a bien des gens qui expérimentent l'expérience de mort imminente. Voilà. Parce que tout à l'heure, je l'ai dit, t'as fait un truc en mode... mais je me suis dit...
Il y a plus safe dans une vie. Il y a plus safe. Il y a plus sympa. Ouais, plus sympa. Et effectivement, et un peu moins Ouais. Bon, allez, vous êtes sur Move. On est le 2 janvier, on commence l'année en beauté. On est fatigué, vous voyez, on fait que rigoler. C'est pour vous donner le thème de l'année. Vous écoutez La pluie et le beau temps, l'hebdo qui décrypte l'actu, culture et société. On va rester dans le thème. Et moi, j'ai une petite devinette, notamment pour toi, Flo. Si on est né le 4 septembre, on est de quel signe? On est vierge. Ouais, on est bien. C'est pas de préparation, on pose pas de notes, je vous le jure. Non, on te connais croit. Et c'est Beyoncé qui est vierge. Et apparemment, quand on est vierge, on est connu pour des qualités organisationnelles, le pragmatisme et la minutie. Les filles, en numérologie, le chiffre 2, c'est la passion, l'émotion. Et justement, des émotions, à mon avis, certains d'entre vous ont dû en vivre ce dimanche. Peut-être que certains d'entre vous sont encore KO de votre soirée du Nouvel An. Je sais pas pour vous, les filles, mais plus les années passent, plus j'ai du mal à récupérer après une soirée. C'est un truc qu'on appelle la vieillesse, moi aussi. Ouais, mais franchement, moi je suis jeune et je suis comme toi. Moi je pense que c'est peut-être parce que je sors officiellement de la vingtaine cette année. Ouais, je sais pas. Tu nous quittes. Ouais, je vous quitte. Je suis née en 1994. Je vous laisse faire le calcul. Je vais pas le dire, ça me fait mal. Mais c'est pas grave, on va pas tarder. C'est dans la tête, comme on dit. Encore quelques années, c'est dans la tête. Mais en tout cas, je sais pas. Mais moi, ça m'attire plus du tout comme avant les boîtes de nuit. Vraiment. Ouais. J'ai l'impression que c'est plus pour moi. Vous vous êtes déjà dit, je suis trop vieille pour ça ou pas? Et moi, c'est pas je suis trop vieille pour ça, c'est plus que ça m'attire plus non plus, mais pour moi, je plein me de suis raisons dit ça la différentes, dernière fois que je suis sortie et que je me suis endormie dans le carré, genre. Ah, je comprends de fou. Non, mais de fou, ça m'a fait la même. Je suis sortie il y a quelques mois, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Et moi, là c'est plus la population, enfin les gars là-bas. Mais moi, c'est les gars, et aussi, je me dis, mais ils ont 18 ans. Oui, genre, imagine pour moi qui sort de la vingtaine, je dirais pas l'âge. En tout cas, il y a une étude qui est sortie en janvier 2023 pour préciser l'âge à partir duquel on serait considéré comme trop vieux pour sortir en boîte au niveau de la société. Et à votre avis, c'est quoi l'âge? 42. Ouais, moi je dirais la trentaine aussi. La trentaine? Eh ben écoute, les résultats révélés par l'enquête de Curie PC World disent 37 ans. Ah ouais. Ouais. Et une majorité. Bah, t'as encore des années devant toi, ma belle. 7 ans. Ouais. Mais je me dis comment moi je peux me sentir vieille et à 37 ans on peut se sentir. C'est bien là-bas. Ouais, écoute, ça dépend des gens, comme t'as dit Flo, c'est dans la tête. Ouais, et ça dépend aussi des endroits, je pense. Ouais. Aussi. Bah là, c'est vraiment pour les boîtes. Hein. Là, c'est pour mais les il y a boîtes. boîte et boîte. Mais il y a boîte et boîte. Non, en tout cas, justement. Non. Il y a boîte et boîte. Non, boîte, c'est boîte. Non, mais il y a. On va pas citer. Oui, on va pas citer des noms, mais il y a boîte et boîte. En tout cas, il y a 5000 personnes qui ont été interrogées et la majorité disent qu'ils préfèrent une soirée tranquille à la maison plutôt qu'une sortie en boîte. Surtout après la trentaine. Après, en vrai, ça fait partie du processus. Je dirais, tu vois, on était super contents d'aller en boîte à l'époque quand on avait genre 18-20 ans. Et aujourd'hui, étonnamment, même si faire la fête jusqu'au petit matin, c'est encore un cliché qu'on associe aux jeunes, et ben il semblerait que dernièrement, les sorties en boîte ont de moins en moins la cote auprès des membres des générations X. Après, c'est aussi qu'on a des Z. plus grands apparts et que du coup, juste on a envie de s'entendre parler. Exactement. On veut choisir notre musique. Exactement. Et ça, du coup, ça inquiète fortement les professionnels du monde de la nuit. En tout cas, c'est ce qu'affirme le rapport You Going Out de la plateforme britannique Keep Hush, qui est spécialisée dans l'organisation et la promotion d'événements. Et le rapport a révélé que les millénials et les Z, donc n'apprécient plus forcément de sortir à cause des difficultés financières qu'ils rencontrent, surtout depuis le début de la pandémie. Et aussi, c'est intéressant parce qu'ils sont plus du tout intéressés par la consommation de drogue licite ou non et d'alcool. Florence, est-ce que toi t'y crois? Est-ce qu'on peut dire que c'est paradoxal quand on sait que la fête c'est limite un besoin quand on est jeune? Ouais, bah justement la fête est complètement nécessaire pour le lien social quand on est jeune. Elle est souvent perçue comme futile ou non essentielle comme dirait l'autre, mais c'est un élément central du fondement et du renforcement du lien avec les autres. Est-ce que pour vous c'est un besoin de faire la fête, de rencontrer du monde ou pas? Quand j'étais plus jeune, ouais. Moi, rencontrer du monde, mais même non. en dehors des boîtes, tu vois, juste de faire la fête, peut-être de danser. Ah, je kiffe. Mais je serais une fêtarde à vie alors si on part sur ça. Moi, rencontrer du monde, non, mais retrouver mes amis, ouais. Moi, rencontrer du monde, je trouve ça cool parce qu'on peut faire parfois des très bonnes rencontres. Et en plus, vous, par exemple, c'est cool parce que la réponse c'est oui, alors que vous buvez pas d'alcool ou quoi. Et pourtant, dans l'imaginaire collectif, la fête rime parfois avec ivresse et débordement. En France, 85% des jeunes de 17 ans ont déjà touché à de l'alcool et presque 10% ont une consommation régulière, c'est-à-dire au moins 10 fois par mois. Et ces chiffres, ils font allusion à une pratique qui se démocratise, c'est le binge drinking. Est-ce que vous savez ce que c'est? Non, pas du tout, c'est quoi? En gros, ça consiste à boire des quantités indécentes et démesurées d'alcool, surtout de l'alcool fort, au cours d'une même soirée. Et donc au moins 5 verres en très peu de temps, je sais pas, en 1 heure ou 2 quoi. Ça veut dire que les jeunes boivent moins
mais ils boivent très très mal. C'est ça, en fait, selon un rapport de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives publié l'année dernière, tous les niveaux d'usage de drogue ont baissé et n'ont jamais été aussi bas. Ça concerne l'alcool, le tabac, le cannabis, à part pour la cocaïne. D'accord. Alors après, je vais faire une petite digression, mais en 12 ans, le taux de passage aux urgences en lien avec l'usage de la cocaïne a bondi de 8,6 à 21,2% sur 100 000 personnes. Énorme, hein. C'est en gros un taux multiplié par plus de 2. Ouais, et en fait, les drogues de synthèse sont de plus en plus banalisées, mais bon, ça, je pense qu'on en reparlera sûrement dans une autre émission parce que c'est faudra en parler pendant au moins 30 minutes. C'est un gros sujet, mais en tout cas, l'alcool est lui dénaturalisé, même si, comme tu le disais, les jeunes boivent mal en fait. L'objectif avec le binge drinking, c'est tout simplement d'être ivre et ça a des conséquences immédiates comme le fait d'avoir des prises de décision modifiées, de faire des blackouts ou même d'aller jusqu'au coma éthylique, mais ça a aussi des conséquences sur le long terme, notamment sur la mémoire ou encore l'attention. Tu l'as déjà fait, ça t'est déjà arrivé ? Bah évidemment, j'ai envie de dire. Mais en fait, ce qui est con, c'est que ça peut être tellement inconscient, l'alcool étant un marqueur qui montre qu'on fait partie d'un groupe, tu vois. Et en fait, à une fête, on se pose, quand on boit de l'alcool, en tout cas, même pas la question, c'est presque une évidence. Et en plus de ça, l'alcool, c'est une béquille pour certains, c'est une béquille qui désinhibe, qui fait pousser des ailes. Tout de suite, on se transforme en un être social plus libre, plus détendu, plus drôle, bref, légèrement quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Et on oublie à quel point on peut être génial et s'amuser sans, tu vois. Et en plus, on se dit que c'est ok parce que c'est mondain, parce qu'on boit pas seul, tu vois, donc ça nous rassure, mais en fait, c'est quand même assez grave en réalité. Ouais, c'est vrai. Et de plus en plus de gens ont le déclic. Ouais, la proportion de jeunes de 17 ans n'ayant jamais touché une goutte d'alcool a augmenté depuis 20 ans, passant de 4% en 2002 à 20% en 2022. Et ça, c'est dans une étude parue en septembre dernier. Le panéliste Nielsen IQ indiquait que 52% de ceux qui boivent, en fait, comptaient diminuer leur consommation au cours des 12 prochains mois. Et ça, il y a une plusieurs... résolution de plus. Une très bonne résolution pour le coup. Et il y a plusieurs raisons plus ou moins communes à tous. Ouais, déjà, on peut citer le boom de la notion de bien-être sur les réseaux. On en parle tout le temps, mais de plus en plus de monde évoque la santé mentale sur leur compte et ça donne plus envie de s'afficher avec un chai latte qu'avec un verre de rouge. Et il y a aussi MeToo qui a mis son grain de sel. Tu vois, le mouvement, il a mis en avant la notion de consentement. Or, l'alcool, ça a proscrire pour obtenir un consentement valide d'une personne. Ouais, je vois. Et ce qui est cool aussi, c'est que 2/3 des gens ont l'impression de nouer des liens plus durables sans alcool. Finalement. Voilà, sans alcool. Finalement, mais résultat, de plus en plus d'alcooliers proposent des boissons sans alcool. D'ailleurs, les ventes de Club Maté en soft ont été 15% supérieures à celles réalisées dans le cadre de cocktails alcoolisés. Et ça donne l'ouverture d'enseignes comme le Pan qui boit dans le 19e. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est genre une cave à vin sans alcool. Faut qu'on y aille. On va tester ça avec ma voiture et on trouvera de la place. Grave. On pourra et on va manifester une place du coup. Et en plus, moi, ça m'a vachement surprise, mais à l'heure de l'apéro, les mocktails, alias du coup les cocktails sans alcool, constituent le choix préféré des gens à 41%, avant la bière à 34%, alors que la consommation de vin en France est passée aussi de 120 litres par an à 40 litres en l'espace de 60 ans. Aux grandes dames des professionnels. Ah bah ça, mais aussi du gouvernement qui est fervent défenseur de la filière. Mais bon, on espère que ce manque de volontarisme ne va pas faire échouer cette vraie révolution culturelle. En plus, la France, ça reste quand même un très 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 gros consommateur d'alcool. Ouais, c'est vrai d'ailleurs, la France compte près de 43 millions de consommateurs d'alcool, les gars. Ouais, 43 millions, on est genre plus de 60 millions. C'est une tradition. Non, mais c'est vrai, c'est très français. Ouais. En plus de ça, la consommation d'alcool, elle est responsable directement ou indirectement du plus d'une soixantaine de maladies. Ça peut être les cancers, les maladies cardiovasculaires, digestives ou encore mentales. Ouais. Du coup, il faut quand même pas oublier que ça reste la première cause d'hospitalisation et la deuxième cause de mortalité évitable en France, juste après le tabac. Ouais, donc, mais en plus, l'addiction, elle est hyper insidieuse. Oui, c'est vrai. Mais du coup, on peut quand même sortir de son alcoolodépendance. Par contre, c'est vrai qu'il y a plusieurs étapes. Et la première, ça va être le sevrage et le tri autour de soi. Parce que parfois, on peut être les gens n'aident pas à influencé. arrêter de boire. Hein. Même quand t'arrêtes de boire, tu bois pas une soirée, t'as tout le monde autour qui est là. Ouais. Ah bon, mais allez, pourquoi tu bois pas? Allez, amuse-toi. C'est vraiment ça, on l'a fait hier, pas cool. Genre. Ouais. Et quand tu bois pas, non mais t'es sérieuse, tu bois pas? Bah non, je bois pas. Mais vous devez avoir 1000 questions. Moi, c'est en mode, bah pourquoi tu sors du coup? Et même, vous devez pas avoir plein de questions de genre, pour quelle raison? Tu sais, tu peux pas avoir pas de raison. Genre d'être en mode, pas envie. Je veux pas. Je te jure. Du coup, pour obtenir un soutien ou des informations sur l'alcool, il est possible d'appeler Alcool Info Service. Le numéro, c'est le 0980 980 930. C'est un numéro qui est accessible de 8h à 2h du matin, 7 jours sur 7, donc profitez-en. À la suite du nouvel an qui a probablement été bien festif pour certains d'entre vous qui nous écoutez, on revient sur le rapport des jeunes à la fête. Il semblerait que la pandémie de
2020 et ralentit la ferveur des jeunes à vouloir sortir en boîte. Je dis bien en boîte de nuit exclusivement. Il parle de l'anxiété à l'idée d'être enfermé dans un endroit clos. Et la santé mentale, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, une vraie préoccupation en tout cas. Et pour rappel, en 2021, 62% des 18-24 ans ont eu des pensées suicidaires. Il y a aussi l'inflation qui freine les jeunes à sortir parce qu'en vrai, ça coûte cher maintenant de sortir. Bien sûr. De prix. Le coca, 8 €. Je te jure. Moi, je suis là en mode, il y en a qu'un. Clairement. Et tu le gardes. Il n'y a même pas de rondelle de citron. Voilà, c'est une canette. Il est même pas frais, tu l'as payé 8 balles. Mais on est où en 2024? Ça veut dire quoi ça? En tout cas, il y a aussi une autre explication à cette baisse de fréquentation des boîtes par les jeunes. Et ben, c'est surtout les filles en fait qui craignent d'être droguées ou piquées à leur insu. Alors ça, c'est un truc de fou. C'est un fléau. C'est malheureusement quelque chose dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. Avant, pour Claire, le GHB, c'était ce genre de choses qui n'arrivent qu'aux autres. Jeudi dernier, la jeune femme de 21 ans est sortie avec des amis et elle est certaine qu'une dose de cette drogue a été versée dans son verre. Peu de temps après son arrivée dans un bar rochelais, elle s'est sentie mal. On est sortis dans la rue et là, quand je me suis assise, apparemment mon état s'est dégradé en 10-15 minutes et je ne savais plus où j'étais, je ne savais plus comment mes amis s'appelaient et à force, apparemment, je ne me rappelais même plus de comment je m'appelais moi-même. Mais moi, c'est une psychose, ça, parce que ça arrivait à tellement de potes à moi. C'est vrai? Ah ouais, plein de fois. C'est chaud. Plein de fois. Non, en vrai, c'est chaud, c'est vraiment un fléau qui sévit, mais en France, mais pas que, partout. D'ailleurs, en Espagne, en 2022, presque 300 femmes ont été droguées à leur insu en boîte de nuit ou dans un bar en Catalogne. En plus, on fait grave la fête là-bas. Barcelone, c'est la folie. En vrai, il n'y a absolument rien de rassurant dans tout ça et ça donne pas envie de sortir. Clairement. Léla, tu peux nous expliquer pourquoi il existe des initiatives qui sont nées pour permettre aux femmes de faire la fête de manière plus safe? Tout simplement parce que selon l'association Act Right, du coup, 6 femmes sur 10 ne se sentent pas en sécurité seules dans des lieux festifs à cause des violences sexuelles, du coup. Et en fait, c'est des chiffres, c'est ces chiffres élevés qui ont conduit à des initiatives qui ont permis à des initiatives de naître pour rendre la fête plus safe et plus belle pour les femmes. Donc dans plein de bars ou festivals, on a des affiches un peu de prévention, je sais pas si vous avez remarqué, c'est carrément. Et il y a même des stands dans certains festivals et du coup tout ça pour prévenir des agressions sexuelles ou des piqûres ou encore des drogues qu'on peut glisser dans les verres de certaines meufs. Et vous, est-ce que vous avez déjà eu ce genre de mésaventure en soirée? Du coup, moi non, jamais, et je connais même personne à qui ça arrive. Ah ouais? Ouais, mais comme je sais que ça arrive, si je sors, comme j'aime pas les boîtes, je mets vraiment mon verre avec moi. Ok. Mais moi j'avoue que je fais hyper gaffe, justement je laisse pas traîner mon verre, je bois pas dans le verre de quelqu'un d'autre. Et par contre j'ai vu ça arriver à une pote à moi, mais plusieurs. Et c'était hyper violent parce que juste elle était super faible et super bizarre et j'arrivais pas à comprendre si c'était elle ou si c'était quelque chose d'autre, et au final non, c'était vraiment ça. Et... Ça t'est déjà arrivé, Leïla? Moi je sais pas si j'ai été droguée, mais j'ai eu tous les symptômes, tu vois, genre après une soirée dans un resto, genre un resto un peu festif où j'ai passé la soirée au coca. Et vraiment, c'est vraiment quelque chose sur lequel, pareil, je suis vigilante, je fais attention à mon verre, je bois jamais. Si j'ai laissé mon verre, genre 15 minutes quelque part, jamais je rebois dedans et tout. Mais dans le taxi, pour le retour, vertige, vomissement, mais genre comme ta pote qui se sent faible d'un coup. Et ouais, du coup, donc j'aurais jamais la réponse définitive pas allée à et tout. l'hôpital ou... Et franchement, non, j'ai fait l'erreur de pas le faire. Mais du coup, si vous nous écoutez et que ça vous arrive, soyez plus intelligente que moi. Et du coup, allez, je sais pas moi, aux urgences pour faire constater ce qui se passe, ou même aller porter plainte, même si il vous est rien arrivé. C'est toujours bien d'être comptabilisé dans les statistiques et pour ensuite on se rend compte que ce phénomène il est super grave. Et aussi pour prévenir pour les prochaines en fait. Vous avez 12 heures d'ailleurs pour le faire. Parce que ça disparaît super vite du corps, le GHB par exemple. Et est-ce qu'il y a des associations qui agissent? Comment elles font pour rendre la fête plus safe? En fait, l'association Act Right, du coup, elle forme des établissements de nuit et leur donne un label qui s'appelle Safer. Et en gros, ça atteste qu'elles sont capables que les établissements sont capables de prévenir les comportements dangereux et de prendre en charge les victimes du coup en cas d'agression. Et en fait, ça passe par la rédaction de chartes qui listent les comportements non tolérés, comme le sexisme, l'homophobie ou même le racisme. Et en fait, les équipes, elles sont aussi formées à prendre en charge les victimes, donc les écouter ou juste appeler les secours, donner des numéros d'urgence, etc. Et virer les personnes, j'espère que ça font... Il y a plein de bars où ils le font pas. Ah ouais? Mais oui, c'est pour ça qu'il y avait même un hashtag balance ton bar. Ah oui! Oh non, mais ça, c'est un truc de fou. Ils devraient mettre même carrément des agents de sécurité vraiment dédiés à ça. Ils le voient parfois, tu sais, ils font rien. Et même des fois, tu sais, t'es au bar, il y a un mec qui te fait chier, t'as le barman qui
Ils ont la flemme. Non mais ouais, de Aveugle, fou. tu vois. De ouf. Ray Charles. Ils payent, de ouf. ça va. Ouais, de Ouais, fou. voilà. Bon, ils te payent des verres quand même. Non, on rigole, mais en vrai, c'est super chaud. Ouais, c'est du coup, super pour grave. en revenir à ce label, pourquoi le label il s'appelle Safer et non pas Safe? Parce qu'en fait, Safe ça veut dire en sécurité. Safer c'est un peu plus en sécurité. Ouais, plus en sécurité, on va dire. Et en fait, les associations, elles estiment que le risque zéro, ça n'existe pas et qu'en gros, les établissements, ils peuvent pas garantir que chez eux, il se passera rien. Mais dans tous les cas, en fait, ils garantissent qu'en cas de danger, ils sont là et ils sont capables d'accompagner les victimes, donc en les écoutant ou en les aidant. Et parce qu'en fait, la fête, elle n'est pas toujours joyeuse. Alors, quand on va dans les bars, les boîtes de nuit, etc., c'est pour décompresser. Mais c'est des espaces qu'on partage, qui sont communs. Et du coup, c'est primordial de bien y vivre et d'être en sécurité. Maintenant quoi. aussi, je sais pas si vous avez vu, mais il y a des sortes de capotes de verre qu'on peut Ouais, mettre. mais pareil, Oui, j'ai c'est vu chiant ça. d'en arriver là, à devoir foutre Grave. une capote sur ton verre pour pouvoir passer une soirée tranquille, Clairement. Ouais, alors c'est que vrai. juste on pourrait ne pas te droguer. Juste. Voilà, juste. Du coup, comment on fait pour savoir si un lieu est Safer ou pas? Mais en fait, on a le site de l'association Act Right, du coup, qui regroupe les salles de concert, les boîtes, les festivals les plus sûrs, du coup, qu'elle a elle-même labellisé. Mais en fait, le souci, c'est que même si le personnel il est formé, les agresseurs ils peuvent toujours être partout. Et Même dans le personnel. Hein. Bah oui. Et en fait, les associations de physio et d'organisateurs de soirées, elles sont unanimes, c'est souvent les hommes le problème. Ah, et du coup, on fait des soirées sans les hommes maintenant. Bah ouais. Parce Ils sont trop pas contents. Mais du coup, pendant les soirées non mixtes, en gros, le nombre d'agressions sexuelles dans les lieux festifs, il tombe à 0. Après, moi j'avais entendu une histoire quand même qu'il y en a déjà eu une dans Entre une... meufs. Ouais. Mais c'est beaucoup plus rare, par Oui, contre. c'est beaucoup plus rare, mais Ouais. même là, le risque zéro n'existe pas Oui. parce qu'il y a certaines meufs qui reproduisent des dynamiques. Il y a des fous partout, de toute façon. Ouais. Les fous et les Bon, folles. bah, soirée meuf, Moi. safer plus, on va dire. C'est le terme. Safer Premium. C'est le terme. Voilà. Tu trouves ça cool ou pas, toi? Bah moi perso ouais, je trouve ça super cool qu'il y ait des soirées pour se retrouver entre meufs si on veut, un peu comme la bringue, vous connaissez? Ouais, bien sûr. T'as déjà fait des soirées bringues? J'en ai jamais fait, mais j'ai trop envie de tester pour le Moi coup. aussi. Et Bah toi on testera ensemble. Grâce. C'est à Aubervilliers. Bah il y en Ça a. change d'endroit. Bah, en fait ça change un peu d'endroit et maintenant c'est dans toute la France, dans toutes les grandes villes. Sympa. Et À faire, les filles. Et du coup, c'est des soirées entre meufs organisées un peu partout en France de manière ponctuelle, comme on disait. Et en fait, ce qui est cool, c'est que tu peux t'habiller comme tu veux, danser comme Grave. tu veux, boire ce que tu veux et surtout pas avoir peur qu'on te foute quelque chose dans ton Et verre. ça prouve qu'on va faire la fête, mais pas pour se faire draguer. Mais tu vraiment, vois. juste tu vas faire la fête tellement pour pas là faire pour la ça. fête. Enlevez-vous cette idée de la tête. On veut juste danser, en fait. Grave. Mais bon, bref. Donc voilà, mais je sais pas si les choses elles changeront tout de suite et juste en faisant des soirées non mixtes. Mais je sais que ce qui permettra de changer les choses, c'est d'éduquer les gens. Donc ça passe donc par ce genre d'initiative comme la bringue, mais aussi par les affiches, les flyers et un peu les formations que dispensent certaines assos comme Act Right. Ouais. Tu vois, en parlant des soirées entre meufs, moi j'ai pas Ouais. fait la bringue, mais l'année dernière j'ai fêté mes 29 ans dans une soirée 100% filles. Ouais. Et c'était trop Girls bien. Et Night. ouais, c'était Girls Night et c'était même la célébration de l'amitié. Je sais plus, il y a un terme Ok. en anglais. Ouais. Et on était tout habillés en rose et genre le décor était grave girly. J'adore. Elle On a avait passé des son année lunettes. en Barbie. C'était la fête et j'ai trop kiffé comment Ouais. c'était bien. Dédicace à mes copines qui étaient là avec moi. Mais de toute c'était façon, je pense vraiment que génial. nous, on est trop des girls. Girls. En tout cas, s'il y a un phénomène dont on parle beaucoup ces dernières années, c'est la hausse des cas d'intoxication au GHB, plus précisément dans les bars Ouais. et dans les boîtes. Donc, on le redit, hein, si vous pensez avoir été victime d'une injection au GHB, c'est important de réagir. Hein, Leïla, c'est important et de se Oui. faire dépister le plus tôt possible. C'est assez compliqué de prouver qu'on a été drogué au GHB parce qu'en fait, c'est un produit qui est naturellement présent dans notre corps à la base. Et en plus de ça, c'est un produit qui quitte très rapidement notre organisme. Donc, vous avez à peu près 12 heures pour qu'il soit identifié dans votre sang ou dans les urines par certains laboratoires. Sinon, vous pouvez aussi aller dans un service d'urgence le plus proche ou dans un CGID, donc un Mais centre ça, c'est horrible gratuit. parce que ça te rend KO. Donc, Ouais. parfois, t'as besoin de ces 12 En fait, heures faut être pour, accompagné déjà. Ouais, de... Faut être accompagné. Laissez pas vos copines toutes seules. Alors du coup là je m'adresse aux personnes qui accompagnent, les personnes qui ont potentiellement été touchées. Donc je disais il y a les CGID, hein, c'est les centres gratuits d'information, de dépistage ou de diagnostic. Et il y a aussi une autre solution, c'est de déporter plainte tout simplement dans un Ouais. commissariat ou dans une gendarmerie pour être examiné. Ouais, et tu examiné. disais les gens qui accompagnent, mais même les gens qui accompagnent pas, quoi. T'es dans Ouais. la rue, tu vois une Ouais, meuf ouais. qui a l'air super Totalement. faible toute Carrément. seule. C'est un réflexe Bah à avoir. voilà. Ouais, exactement. En tout cas, en 2024, les avancées technologiques ne nous choquent plus. Clairement, on a l'habitude. Hein. Voilà. Par contre, moi, perso, les meufs, quand je vois le temps qui passe à une vitesse comme ça, là, ça me fait flipper. Est-ce que vous vous souvenez de l'époque de MSN? Ah ouais. Des whiz. C'était génial. Vous vous souvenez aussi de l'époque où on devait enregistrer nos messageries devant les clips à la télé?
Ça vous parle pas? Ok, c'est vraiment parce que, ouais, on a 5 ans d'écart. C'est parce que tu quittes la vingtaine. Ouais. En fait, je vous explique. Du coup, je dois tout expliquer à cette génération. En fait, les messageries, là, on devait les enregistrer. Et en fait, nous, à l'ancienne, on attendait que la musique, des clips sur MCM, sur M6 Musique, ça passe. Et on faisait... La musique démarrait, on faisait « Salut, t'es bien sur la messagerie de ce nanana ». Je vous jure, mais c'était un délire. Mais nous, on pouvait payer pour mettre une musique au lieu que ça Oui, fasse après, c'était la sonnerie polyphonique. Mais avant ça, on enregistrait nos messageries devant M6 Musique. Du coup, tu devais dire à tes frères et sœurs, là, je fais ma messagerie. Là, carrément, quand la daronne, elle passait et qu'elle foutait en l'air ton plan, tu recommençais. Et tu pouvais recommencer plein de fois. C'était trop bien. La vérité, c'est une vraie époque. Et surtout, est-ce que vous vous souvenez de l'époque où on devait compter les lettres pour pas payer le SMS trop cher? Ah, ça, oui. Ouais, c'est bon. bon. En fait, dans ton message, tu devais dire salut, ça va? Tu fais quoi aujourd'hui? Moi, je fais ça. On se rejoint à tel endroit. Nanana, si oui, nanana, si non, nanana. Avec une écriture. Et surtout, moi, j'envoyais grave des messages nuls, genre tu fais quoi? Et je me disais, oh putain. J'en ai gâché un. Exactement, t'en as utilisé un parce que la facture. Et j'en arrive à là. Si aujourd'hui ça vous semble logique, au début des années 2000, le SMS était vraiment une révolution. Ça devient très vite le mode de communication majoritaire chez les jeunes et ils ne peuvent plus s'en passer comme Lucie en 2003. Vous n'écrivez que les premiers caractères. C'est un logiciel avec 5000 mots en mémoire qui devine et inscrit à votre place le mot en entier. Lucie ne peut plus s'en passer. Quand on est au téléphone, on ne sait jamais si maman passe à côté de ma porte, elle peut très bien écouter ma conversation. Donc c'est vrai que pour ça, le SMS, c'est mieux puisque on peut, c'est plus discret. Voilà, à l'époque où nos parents payaient nos forfaits. Exactement. L'époque du BlackBerry. Ça, c'est un tracteur. Quand il vibrait, c'était atroce. Mais je te jure, ça m'a réveillé avec le clavier. Mais toi, t'es même gentille. BlackBerry, c'est en 2012, meuf. Et moi, je te parle de 2003. Je te parle de 2004, 2012, c'était le début, tu sais, du collège et tout. Moi, j'avoue, 2003, j'avais pas de téléphone. On savait pas trop écrire. Vous êtes si chou. Moi, BlackBerry, j'étais au lycée. Mais avant ça, donc c'était l'arrivée du SMS, même s'il est né il y a beaucoup plus longtemps. Mais en tout cas, à l'époque, c'était nos parents qui payaient nos forfaits. La lettre, elle était comptée, sinon gare à la facture. Pour Lucie, la folie des SMS semble bien douce. Sauf quand tombe la facture, comme une piqûre de rappel. Regarde. J'ai pas regardé les numéros, j'ai juste regardé l'addition. Là, elle est stressée, là. Ouais. Elle est pas bien. Mais moi aussi. Il y en a pour 93 €. De messages? C'est un peu beaucoup. 140 SMS au-dessus du forfait, rien que ça. Rien que ça. 40, ça va, j'ai fait... Ouais. Ah non, Lucie, t'as déconné. On a quand même un code, toutes les deux. Moi, je paye le forfait, toi, tu payes la différence. Ouais. On est d'accord? Sauf que là, t'es ridicule, parce que ça dépasse, c'est complètement stupide. Ouais, je sais. J'ai déconné. Parce que... Non, mais là, elle parle de 140 SMS. Aujourd'hui, c'est rien. Mais 140 SMS, je crois que c'est une journée de messages, tu vois, de conversation. Non, mais c'est même surtout qu'on sait plus faire un pavé, on en va genre, oui, donc du coup... Ouais, et je te disais, non, des fois, il y a des messages, j'écris juste... MDR. Quand moi j'envoie des points, en embrouille t'envoies le point pour montrer que là j'ai fini, t'as capté ou pas? Là je suis vénère. En tout cas, si à l'époque les gens pouvaient plus du tout se passer du SMS comme Lucie, aujourd'hui c'est terminé, comme on vient de le dire les filles. Selon l'étude de Juniper Research, une société anglaise qui est spécialisée dans les études de marché, le SMS est sur son lit de mort. C'est la fin du SMS. Les gens le délaissent au profit des messageries instantanées comme WhatsApp, Messenger, e-message, Messenger. Vous envoyez encore des SMS? Je vous dis vraiment les SMS. Je parle pas moi, de c'est tout mon outil de prédilection. Moi, j'ai mes personnes à SMS. Ok. Des fois, genre, je divise en mode cette personne-là, on se parle par message. Cette personne-là, on se parle par WhatsApp. Cette personne-là, on se parle par machin. Ok. En tout cas, ce changement, il pénalise financièrement les opérateurs. Et toujours selon la société anglaise que je viens de vous citer, le manque à gagner pour eux devrait s'élever à 3 milliards de dollars, alors que les applications de messagerie instantanée, de leur côté, elles devraient voir leur nombre d'utilisateurs augmenter de 3,8 à 5 milliards d'utilisateurs dans 4 ans d'ici à 2028. C'est ouf. C'est à cause des gars qui disent ta Snap. Exactement. Moi, perso, j'utilise 3 applications pour parler. WhatsApp, Snap et Insta. En fait, t'es pas message, toi? Je suis plus message, en fait. Ou alors, limite, j'utilise e-message, puisque tout le monde a un iPhone, presque, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on communique vraiment que par messagerie rapide. En fait, même avec nos parents, mes parents, je leur parle que sur WhatsApp. Ah, pas moi. Que sur WhatsApp. Message, appel avec tout. C'est vrai? Ah ouais? Ah non, moi c'est vraiment les messages alors qu'avant j'étais très appel. Mais Flo, c'est d'un autre temps. Flo, t'es peut-être plus vieille que moi en vrai. T'as peut-être un alter ego qui est né dans les années 80, Benjamin Button. Exactement. En tout cas, avant, c'était vraiment comme toi, Flo, les appels qui étaient
qui avait le vent en poupe. Et là, est-ce qu'on peut dire que l'appel téléphonique, lui aussi, est mort? Bah, en vrai, il faut bien chercher, mais il y a toujours des gens qui aiment les appels téléphoniques et qui ont en dessous de 40 ans, comme Flo. Mais en gros, c'est vrai que les appels, ils font plus du tout partie de notre mode de vie. C'est vrai. Et depuis quand les gens ont arrêté de s'appeler? Bah, en fait, selon l'entreprise américaine Nelson, l'appel téléphonique serait mort à l'automne 2007. Ah, carrément, il a une date. Ah ouais. Non, mais oui. En gros, c'est à ce moment-là que le nombre mensuel de SMS envoyés sur les téléphones portables a dépassé les appels pour la première fois dans l'histoire de la téléphonie. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là aussi que nos téléphones ne nous ont plus servi à téléphoner. D'accord, ok. Et du coup, c'est aussi cette année-là que les foyers ont commencé du coup à plus avoir de lignes fixes. Est-ce que vous avez encore des fixes? Moi, j'ai un fixe. Non. Moi aussi, j'ai un fixe. Ma mère a un fixe. Les darons ont des fixes. Mais genre, moi, j'ai t'appelles un dessus aussi. Jamais de la vie. Mais Ah je te ouais jure, je leur parle sur WhatsApp. Qu'est-ce que tu me racontes? Ah oui, c'est vrai. Ils sont jeunes. Ma mère, c'est une star. Mais du coup, pourquoi elle a un fixe? Enfin, genre, elle parle non, avec des gens pour tout ce qui est administration. Ok. Tu vois, Mais même, je c'est pense, trop cool. Enfin, moi, dans mon appart, il n'y a pas trop de réseau. Donc, j'ai mon Ouais, fixe. c'est Non, c'est encore utile. Mon père aussi, il a un fixe. Il l'utilise beaucoup. Chez Ouais. moi, il y a un fixe. Mais du coup, tout ça, ça nous a mené à notre situation d'aujourd'hui où quand on appelle notre meilleur ami, il y a 99% de chances qu'il ne décroche pas, alors qu'en fait, il sera dispo par message. Ouais. Donc ouais, j'ai des comptes à régler. Est-ce que du coup, vous appelez beaucoup ou pas? Moi, j'appelle mes copines quand j'ai un truc à leur raconter qui va durer 1000 ans. Sinon, après, Ouais. moi, je suis team note vocale. Ah, putain. Je suis votre phobie. Je déteste. En fait, moi, ça me saoule parce que je suis obligée de couper la musique, t'écouter. Je comprends. Mais même, Mais en ouais. vrai, tu fais un truc par rapport à toi, mais tu penses pas aux autres. Non, quoi. mais Genre, toi, c'est mes copines, elles sont rapide, comme mais moi. après- Non, mes copines, elles sont comme Ouais, moi. mais en On fait, moi, fonctionne je comme trouve ça. Mais c'est pas tout C'est le monde. relou quand t'es genre dehors et que tu reçois une note vocale, t'es là, tu mets ton téléphone à ton oreille comme ça. Non, Et mais même ça les dépend. appels, S'il c'est te plaît. trop cool. Moi, je laisse encore des messages sur le répondeur. Moi, je les écoute jamais. Oh waouh, c'est ma grand-mère qui faisait ça à l'époque. Qui J'adore. me disait Sally, c'est mémé. Ça me manque. Salut, tu me rappelles? Ah, ça par contre, c'était une vraie époque. Par contre, c'est vrai que des fois, on n'ose pas appeler les gens. Bah oui. Alors en gros, dans les années 2000, c'était naturel de téléphoner. On appelait les gens qu'on connaissait bien, ceux qu'on connaissait moins bien, voire pas du tout, sans vraiment du coup se poser de questions. Mais depuis du coup le grand tournant du SMS, les appels c'est presque devenu un truc intime. On se voit pas appeler n'importe qui. On a peur d'être intrusif, tu vois. C'est ça. Et du coup, est-ce que vous êtes gêné d'appeler des gens que vous connaissez pas? Ouais, j'aime pas trop. Mais c'est vrai qu'il y a toujours le petit texto de je peux t'appeler. Ouais. Enfin, Ne serait-ce que pour pas déranger, tu vois. Mais même, d'accord je avec trouve ça. même un appel avec juste professionnel. Moi, je trouve ça trop gênant. Viens, c'est qu'un D'appeler. mail. Ah ouais, non, moi je préfère appeler comme ça, on va droit au Ah, but. moi aussi, je préfère toujours appeler, mais on va droit je au but. préviens avant en général. Toi, je suis sûre que t'appelles même pas. Même genre un coiffeur, un truc comme ça. Mais tu sais que ça m'est arrivé des milliards de fois de pas aller chez un médecin ou de pas aller chez un coiffeur parce que t'es obligé de prendre rendez-vous par appel téléphonique. Mais je vais le faire pour toi, moi j'adore ça. hein. Mais Bah, ça ok, doit- la attends. prochaine fois. Ça doit être une phobie. Non, mais oui, ça a un nom, ça s'appelle la téléphonophobie. En gros, c'est la peur des appels téléphoniques. Mais le pire, c'est que j'ai pas peur de décrocher le téléphone. Enfin, si. En fait, quand c'est un numéro que je connais pas, je ne réponds jamais. D'ailleurs, moi j'étais surprise, je t'ai appelé une fois et t'as répondu. Enfin, au bout Oui, d'une parce seconde, qu'elle t'étais sait là que quoi? c'est Flo. Non, mais en plus, j'ai répondu en mode Tu veux quoi? Allô? Non, mais je me suis dit qu'il se passait un truc grave parce qu'avec Flo, on se parle genre sur WhatsApp, Ouais, normal. voilà, vous utilisez les Ouais, applications mais de WhatsApp, messagerie. j'utilise que pour vous deux. hein. Ouais, mais c'est parce j'utilise qu'on a pas. un groupe et on va en parler Ouais. des groupes justement. En tout cas, c'est fou parce que les téléphones portables aujourd'hui, on peut être joignable avec partout et tout le temps. Donc Ouais. normalement, on devrait être grave réactif quand on reçoit un appel. Oui, et du coup, c'est fou de se dire que la possibilité d'appel omniprésent, du coup, a provoqué leur disparition progressive. C'est ça, c'est ouf. Parce qu'en gros, les gens, ils ont arrêté de considérer le portable comme un téléphone, mais plus comme un outil, ou encore plus avec les smartphones où maintenant on peut payer grâce à notre téléphone, on peut tout écouter faire. de la On musique. se réveille le matin avec bah ça, ouais. enfin, on fait tout avec. Et du coup, c'est un objet qui a centralisé un peu tous les besoins du quotidien. Et du coup, même si on n'est pas toujours joignable vocalement, on va dire, on est toujours joignable à l'écrit. Donc oui, plus personne n'écrit de lettres, mais si on réfléchit bien, on écrit, des lettres. Voilà, des lettres à longueur de journée, parce que ça soit sous forme de messages ou d'emails. Après, je trouve que c'est un peu dommage, parce qu'en gros, avoir une conversation à l'écrit, ça n'a aucun rapport avec le fait d'entendre la personne de vive voix. Et je sais aussi qu'on interprète un peu tous à notre manière les messages. Et la Et ponctuation. moi, ça m'est arrivé plein de fois de m'énerver parce que j'avais mal interprété un truc. Et du coup, maintenant, je fais la meuf super safe en mode j'abuse des PTDR, des smileys et tout en mode t'inquiète, je rigolais. Mais moi, c'est horrible parce que je suis hyper joyeuse dans la vie. J'aime pas les emojis. Tout le monde adore. Et du Moi, coup, je j'en trouve mets ça moche. jamais. Ouais, et si, en je fait, trouve les ça gens moche. pensent que je suis pas contente, Bah, moi, désagréable et tout. quand mais en je fait, dis un truc qui peut, genre, tu sais, quand c'est de l'ironie.
Et ben à la fin, je mets un smiley qui pleure. Ouais. Ou c'est comme moi, j'écris beaucoup les négations, genre je ne, non, j'ai l'air trop méchante, or que pas du tout. Bah, c'est pour ça que les filles, faut être team note vocale. Voilà, c'est le parfait entre deux. T'appelles pas trop, comme ça, tu déranges pas. Et en même temps, tu t'as pas l'air d'être aigri. C'est chiant parce que même, je trouve quand t'en fais, tu te réécoutes toi-même après. Ouais. Donc, ça, 2 fois plus de temps perdu. Voilà, tu perds du Mon temps 2 daron, fois. c'est le pro de ça. Il te fait des longues notes vocales. Il envoie des notes vocales tout le temps et il se réécoute. Je sais pas pourquoi non, tu c'est fais ça. Dédicace à toi, papa, bonne année. T'es vraiment le meilleur des darons, change pas. Bon, j'ai une petite question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, en tout cas, c'est pour toi, Flo, parce que tu bois. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'envoyer n'importe quoi à tes potes quand t'étais drunk? Enfin, quand t'étais bourré. Moi, j'ai pas besoin d'être drunk en tout cas. Non, là, c'est vraiment genre envoyer un truc. Moi, j'ai déjà reçu des appels et tout. Moi, j'ai déjà envoyé des. Trop. Ah ouais, bah moi, comme ça, j'ai des trucs risqués, ouais. C'est vrai, des trucs. En gros, tu t'es donné une dose de courage, on va dire. Ouais. Et j'ai même, j'avoue, déjà fait semblant une fois, genre juste un peu tard de faire genre oh là là, je sens pas du tout. Je l'aime. On le disait au début du sujet, selon l'étude de Juniper Research, une société anglaise spécialisée dans les études de marché, le SMS est sur son lit de mort. C'est la fin. Créé il y a maintenant plus de 30 ans, le SMS est aujourd'hui délaissé au profit des messageries instantanées comme WhatsApp, Messenger, iMessage, et bref, il y en a tellement. En 2012, 8000 milliards de SMS étaient envoyés dans le monde contre seulement 5 milliards en 2022, précise le cabinet de conseil Bearing Point. Et l'année dernière, les Français n'en ont envoyé que 110 milliards, donc il y a une baisse de 7,5% selon l'ARCEP, c'est le régulateur des télécoms. Alors, les utilisateurs aujourd'hui préfèrent désormais communiquer par le biais des messageries instantanées, comme je disais, avec surtout WhatsApp, ça vraiment, WhatsApp, c'est number one. Et aujourd'hui, on est absolument tous connectés sur ces applis parce qu'en fait, on est séduit par le caractère immédiat et efficace, surtout quand on veut envoyer des infos en direct, genre meuf, t'es là, faut que je te parle, tu vois. Faut que je te raque. Faut que je te raque, vous-même vous savez. Par contre, avec tout ça, aujourd'hui on se retrouve dans 10 000 groupes. Et ça peut être une source de stress, n'est-ce pas, Florence? C'est pas dit? Ouais. Du coup, il y a une augmentation de l'utilisation de WhatsApp de 40% pendant la crise Covid. Ouais. Et depuis, c'est le nouveau must pour discuter et y créer des conversations de groupe, mais dans tous les sens. Celui du boulot mélangé à celui avec la famille, dans lequel on s'envoie des photos de chats. C'est trop. En dessous de ceux avec les potes, entre groupes de l'anniversaire, d'un tel, de machin truc, sans oublier les groupes si on a des activités, si on est bébé. Non mais bref, c'est l'enfer et pour beaucoup c'est épuisant et ça a des conséquences réelles sur la santé mentale. Est-ce que vous, c'est votre cas les filles? Est-ce que vous vous saturez de tous les groupes là? Groupe famille, team sourdine, mon frère. Une solution, c'est la sourdine, ouais. Direct. Ah ouais. Team famille. On est d'accord. Le seul groupe avec lequel je parle le plus avec vous, parce que du coup on bosse ensemble. C'est le seul qui est pas en sourdine. Voilà, le seul. Mais je vous réponds rarement. Elle pose des vues, votre pote. Mais sinon, moi, je me mets beaucoup de likes. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Tout. Mais bon, moi, perso, j'en peux plus. Je te comprends. Le téléphone vibre en permanence avec tous ces groupes, en plus du Rex, parce que aussi, on reçoit tout un tas de notifications, allant des notifications push, la push, je sais pas comment on dit, sur toute plateforme. On estime qu'on regarde son téléphone plus de 250 fois par jour quand même. Et ce qui est épouvantable, c'est que les groupes, ça peut potentiellement ne jamais s'arrêter parce qu'en fait, les autres n'ont pas besoin de toi pour répondre. Et ce qui est traite, c'est que toi, pour autant, même si ça te concerne pas, t'as envie de tout regarder et de voir s'il n'y a pas un message important ou je sais pas quoi. Est-ce que vous aussi, vous rattrapez tout, même sur un groupe où vous voyez genre 150 messages? Rien. Je ne rattraperai. Le dernier message que je vois, c'est le message auquel je vais répondre ou pas. Bah mais non, on peut mentionner les gens directement. Donc vas-y, ça va plus vite. Sérieux? Vas-y, moi, je flemme regarde d'aller relire. Ah ouais? C'est vrai? Tu t'infliges quelque chose de mauvais, ma belle. De rater un truc et je rate Tu as jamais du rien. FOMO. Attendez, j'ai une question. Est-ce qu'on peut parler des groupes pour les cagnottes? Au secours. Stop it right now, 2024. Les groupes. Non mais au secours. 2024, it's over. T'inquiète pas, c'est fini. On peut plus les cagnottes imposées aux gens. Stop. Voilà. Non mais ouais. Et en plus, le pire, c'est que quand les messages nous concernent, il y a aussi cette idée qu'il faut répondre tout de suite. Ouais. Sauf que parfois, répondre, ça nous coûte. Et dans notre société, on nous a toujours appris qu'il fallait répondre si quelqu'un nous parlait, que qu'importe nos émotions, en fait, sinon on passe pour quelqu'un de désagréable. C'est vrai. Et comme à l'inverse, les gens vivent extrêmement mal le lu. Et ils n'envisagent absolument pas que quelqu'un puisse pas être dispo. Alors on est tous hyper connectés. Résultat, il y a une personne sur 5 qui se sent carrément obligée de répondre aux autres. Moi, j'ai lu dans un article pour BBC, selon le psychiatre Elias Abou Jaoudeh,
disait que lire tout de suite un message et attendre une réponse aussi immédiatement, c'était des facteurs de stress et que pas répondre ou être laissé pour compte, ça provoquait beaucoup d'anxiété chez les gens. Vous en pensez quoi? Est-ce que ça vous fait stresser de soit pas répondre tout de suite, soit être en lu? Comment vous vivez Non, moi, pas répondre tout de suite, ça me dérange pas. Ouais. Mais, bon, après, je suis quand même beaucoup sur mon téléphone, mais recevoir des lus, ça dépend de la personne, hein, mais je peux serrer. Moi, les lus, je déteste. Tu me lâches pas un lu, jamais. Non, moi, en fait, tout dépend de la conversation. Ouais. Genre, si ça fait 5 minutes que c'est super fluide entre nous, je te pose une question, là, t'es en mode, je fais une détox. Non mais ça se trouve, moi parfois je réponds hyper vite et d'un coup je me dis mais ça m'a mis hyper à la bourre. Et là genre j'arrête et je suis en mode juste je lis et pareil, moi je lis grave. Enfin je fais pas le petit stratagème de je lis sans lire ou je sais pas quoi. Moi je fais tout le temps ça. Tu perds beaucoup de temps. Non mais je lis vraiment mais je réponds plus tard tu vois. Okay. Mais moi je fais tout le temps ça genre par exemple sur Snap je vais coulisser histoire de voir de quoi tu me parles. Si c'est urgent je vais te répondre tu vois. Message pareil j'aperçois un peu je vois urgent je réponds. Et moi pareil je m'en fous qu'on mette des heures à me répondre même des jours mais allez-y. Non des heures à me répondre c'est pas grave des jours à me répondre c'est pas grave mais le lu. La belle. Bah non, moi je trouve ça même plus logique. On sait que t'as lu dans tous les cas. Hein, non, le lu, ça manque de respect. Stop it. Ça aussi, stop it right now en 2024. Tu peux y aller. Mais surtout que moi, j'ai grave des moments où j'ai envie d'être seule. Et en fait, avec tous ces groupes, on se sent jamais seul, mais dans le mauvais sens du terme, tu vois. En plus, il n'y a aucune règle, donc t'es ni tranquille en soirée ni les week-ends. Et 66% des gens interrogés se disent dépassés, d'après une enquête relayée par le HuffPost. 34% se disent carrément prisonnières. Et attention, pour 42%, il s'agit d'un travail à temps partiel. On y consacre en moyenne 30 minutes par jour. C'est quand même paradoxal quand on pense que les messages à la base c'était pour gagner du temps. Bah ouais, on s'éloigne carrément de la fonction pratique. En fait, la fonction de la communication, c'est transmettre une info et réaffirmer le lien. Et dans ces groupes, on y fait tout l'inverse puisqu'on s'offre même plus du temps de qualité en fait. Tu te rends compte que les gens ont un besoin constant de partager tous les détails insipides de leur vie et qu'on creuse de moins en moins en profondeur les uns avec les autres. Et ça transforme aussi les liens au travail. On a une propension plus forte au burn-out parce qu'en fait, ça envahit notre sphère professionnelle. Il y a 54% des gens qui ont un groupe WhatsApp actif, qui a une conversation pro dessus. Et ça sort de mon chapeau, mais je pense que 100% des gens sur ces conversations-là ont déjà été confrontés à un message trop tard ou trop tôt, quoi. Et nous, les premières, franchement, on respecte pas le code du travail. Le droit à la déconnexion. Et pourtant, justement, le droit à la déconnexion, ça fait partie du code du travail depuis 2017. C'est un droit. Et même lire sans répondre, c'est déjà bossé. De ouf. Surtout que l'hyperconnexion, c'est dangereux parce que le cerveau a besoin de se reposer. Bah ouais, et se reposer dans le sens ne rien faire du tout, être dans le silence. Il y a un concept qui attire vachement les cadres, les jeunes cadres dynamiques. C'est Sandrine Gossin-Casanova qui l'a lancé. En fait, elle est partie en Argentine il y a quelques années et pendant son voyage, il y a un moment où elle avait plus de 4G. Donc là, oh mon Dieu, révélation. Elle s'est vraiment rendue compte qu'elle venait de vivre un moment hyper rare et ni une ni deux. Elle a voulu partager son expérience et elle a pensé à Out of Reach, ça veut dire pas joignable en français. Et c'est son agence de voyage où elle a proposé en fait de partir en zone blanche pour vivre une expérience de déconnexion totale. Elle le racontait dans le podcast Travail en cours. Alors pour choisir la zone blanche, je pense qu'il faut lever quelques freins et le premier ça va être effectivement celui de l'urgence. Et si il se passait ceci, et si m'arrivait quelque chose, ou s'il arrivait quelque chose à l'un de mes proches et qu'on ne pouvait pas me joindre. Est-ce que vous seriez capable de partir en zone blanche comme ça, avoir 0 Ouais, en vrai. Mais je pars avec une personne en particulier. Si je pars avec ma personne. Ouais, voilà. Si je pars avec ma personne, en vrai, normal. Tranquille. Ouais. Et toi? Moi, pareil, avec plaisir. En plus, moi, j'ai tellement un tel pourri que dès que je vais à l'étranger, je suis en zone blanche. Je suis en edge. Mais bon, je pense que c'est plus éprouvant que ça en a l'air parce qu'en fait, on est tous capables, je pense, de se déconnecter. Mais derrière l'addiction aux écrans, il y a aussi la peur de rien faire. Et en fait, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'expérience de la chambre vide. J'adore cette expérience, mais en gros, c'est une expérience menée en 2014 par Timothy Wilson. Et le but, c'est de rester assis dans une chambre pendant 15 minutes. À côté des participants, il y a un petit appareil électrique pour s'infliger des stimulations électriques, sans danger. Et en fait, le résultat, c'est que 67% des hommes et 27% des femmes préfèrent se faire du mal avec les stimulations plutôt que de ne rien faire. Donc en gros, faire ça pour passer le temps. Faut arrêter là. C'est fou, non? C'est quoi ça? Mais essaye toi d'être 15 minutes dans une chambre. Ça doit être trop chelou. Tu vas voir. Dans une chambre vide. Je suis sûre que tu donnes des stimulations, toi. Mais moi, je dors, je fais la sieste. Je repose mon cerveau. Tu dis. Non, moi, je pense que je serais super angoissée. Mais c'est comme quand t'attends devant le micro-ondes, ça fait pas longtemps et t'es genre, mais c'est long. 30 secondes là. Moi, je trouve ça fou, mais tout ça pour dire que je pense qu'on gagnerait tous à déconnecter de temps en temps. Et peut-être en commençant par masquer les notifs comme vous le faites parfois. Il y a 75% des gens qui l'ont déjà fait. Ou alors carrément, quitter les conversations de groupe, ça devient vital. 55% des gens l'ont fait et disent se sentir plus libres. Moi, j'en ai quitté un hier et c'était trop bien.
bien. Ah, mais je comprends. Et des fois, tu culpabilises de quitter le groupe, t'as peur de paraître impoli aussi. Si tu quittes. Mais tu sais, meuf, je l'ai quitté après genre 12 vocaux sur des trucs. J'étais genre, ok. Et je suis partie comme ça, j'ai rien dit. Sinon, il y a une technique, c'est de dire, bon les gars, on s'est tout dit. Bon, c'est pas contre vous, mais je quitte le groupe. Moi, ma technique, c'est de dire hello, comment on quitte un groupe sur l'appli? Smart, intelligente, la petite Leïla. Intelligente. Moi, je quitte et je dis à la personne bref en DM privé, genre bon, désolé, mais c'était trop. Je peux comprendre. C'est honnête. C'est honnête. En 2024, les filles, on est joyeuses, on est positives et on est honnête. C'est bon? Ouais, sincérité. Ok. Allez, c'est bon. Allez, la pluie et le beau temps, c'est fini pour aujourd'hui. Et c'était cool, hein, cette première émission. On a commencé l'année en beauté. De vous retrouver. Ouais, de fou. Je trouve qu'on a bien rigolé. On a envoyé les ondes positives pour tous les mardis de l'année 2024. Écoutez-nous, vous allez voir votre année. Vous allez apprendre des trucs, vous allez kiffer et vous allez rigoler. Ça, c'est pas un bête de programme. Grave. Merci. Allez, si vous avez kiffé cette première émission de l'année, vous pouvez nous regarder sur YouTube, sur la deuxième chaîne de Move et aussi nous écouter en podcast sur le site et l'application Radio France. En attendant qu'on revienne mardi prochain parce qu'on sera là, en fait. Ok.